Ici, sur le mont Wilson, Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers. Comment fait-il? C'est une très belle histoire que l'histoire de Hubble. La première démarche est de disposer d'un grand télescope. Le télescope à miroir vient de remplacer les grandes lunettes. L'observatoire de Lick, l'observatoire du mont Wilson se dotent, au tournant du XXe siècle, de télescopes à miroir. Le grand projet nouveau de cette belle époque, c'est le télescope de 2,50 m, qui va être donc mis en service juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hubble l'utilise pour étudier les galaxies. Un des résultats les plus spectaculaires qu'obtient Hubble en étudiant la galaxie d'Andromède, Messier 31, dont nous avons déjà parlé. Un des résultats les plus spectaculaires est de mettre en évidence que cette galaxie a un mouvement extrêmement rapide. 300 km par seconde par rapport à la Terre. S'agit-il d'un univers-île, auquel cas Andromède est très loin de notre galaxie, et une vitesse aussi importante n'est pas choquante, ou s'agit-il d'une nébuleuse située dans notre galaxie, et ce serait bien le premier objet qui aurait une vitesse aussi importante. Aucune étoile n'a une vitesse comparable. Et si c'était le cas, comment expliquer qu'un objet particulier de la galaxie ait une pareille vitesse? On sait bien sûr que les tenants de la première hypothèse avaient raison. Andromède est une autre galaxie, c'est un autre univers-île, pour employer le langage de l'époque, et Andromède est très loin. Elle se rapproche de nous. La question que se pose Hubble, les autres galaxies spirales, autres univers-îles, par conséquent, que l'on photographie dans le ciel, sont-ils animés de mouvements semblables? Et si oui, quelles sont les vitesses et quelle est la loi de ces vitesses? Pour cela, Hubble va examiner chacune de ces galaxies et déterminer sa vitesse par rapport à la Terre, par rapport au système solaire, par rapport donc à notre galaxie. Comment fait-il? Il utilise le fait que le gaz que contiennent ces galaxies et les étoiles qu'elles contiennent émettent une certaine lumière à une fréquence tout à fait précise, et que le spectrographe, cet instrument qui décompose la lumière, est capable d'identifier. Cette fréquence précise est connue au laboratoire. Lorsque l'atome, l'étoile, le gaz qui émet cette lumière est en mouvement par rapport au laboratoire, par rapport à nous, la fréquence est légèrement décalée. C'est l'effet Doppler, c'est l'effet bien connu du train dont le sifflement est plus aigu s'il se rapproche rapidement de l'observateur situé sur la voie et plus grave si le train s'éloigne. Donc Doppler a mis cet effet en évidence et Hubble va l'utiliser, mais sur la lumière, alors que l'exemple que je viens de prendre est sur le son. Le spectrographe va donner la fréquence exacte de la lumière reçue. Et comme on connaît la fréquence exacte de la lumière émise, le décalage entre ces deux grandeurs va être une mesure précise de la vitesse de déplacement de la source de lumière. De plus, si la source se rapproche de la Terre, le décalage est vers le bleu, les fréquences de la lumière deviennent plus aiguës, et au contraire, si la source s'éloigne de la Terre, le décalage est vers le rouge. Quelle n'est pas la surprise de Hubble que de constater, grâce à la puissance du grand télescope qui vient d'être construit, dont le diamètre fait 2,50 m, qui peut donc facilement collecter la lumière de galaxies lointaines, de constater que pour les galaxies plus éloignées qu'Andromède, ils trouvent un effet systématique, leur vitesse d'éloignement de la Terre est d'autant plus grande que ces galaxies sont lointaines. Il met en évidence ce résultat qui porte son nom, qui est le résultat de base sur lequel s'est fondé le modèle d'expansion de l'univers, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse qui est d'autant plus grande que la distance est grande.
Mais pourquoi Andromède se rapproche-t-elle de la Terre? Eh bien, ce n'est pas une contradiction avec l'expansion. C'est simplement que Andromède est suffisamment proche pour que le mouvement d'agitation désordonnée qui anime l'ensemble des galaxies l'emporte sur le mouvement d'expansion dans le cas d'un objet aussi proche, car alors la vitesse d'expansion est petite. Et donc Andromède se rapproche de nous car sa vitesse d'expansion est plus faible que sa vitesse désordonnée. Quand nous observons des étoiles dans la galaxie, la nôtre, elles sont très diverses parce que nous observons des étoiles à des stades différents de leur évolution, de leur vie. Il devrait en être de même pour les galaxies. Nous devrions observer des galaxies en train de se former, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les galaxies sont beaucoup plus vieilles que les étoiles. Elles vivent beaucoup plus longtemps. Et leur formation est un phénomène qui s'est produit dans un passé très lointain que nous n'atteignons pas encore. Nous ne l'atteignons pas, non pas parce que la lumière de ce passé lointain ne nous parvient pas, mais parce qu'elle est trop faible, parce qu'il s'agit d'objets trop lointains. Pour observer ces objets, il faut disposer de télescopes plus sensibles, donc de taille plus grande. Il faut collecter plus de lumière. C'est une des grandes questions posées aux télescopes de la génération actuelle. Vont-ils percer assez loin pour voir des galaxies en train de se former, comme nous voyons maintenant des étoiles en train de se former?
Albert Einstein découvre la relativité du temps et de l'espace. Qu'est-ce que c'est la relativité du temps et de l'espace? Quand un événement se produit à la surface de la Terre et qu'il produit de la lumière, cette lumière quitte la Terre et part vers l'espace et s'en éloigne. Imaginons par exemple l'explosion nucléaire d'Hiroshima. Voilà un éclair de lumière qui chemine dans l'espace depuis 45 ans et qui cheminera pendant très longtemps en se diluant puisqu'il s'éloigne de plus en plus. Cet éclair, aujourd'hui, il est à 45 années-lumière de la Terre, mais il est là, la lumière est présente dans l'espace. Un astronome situé sur une planète hypothétique, observant la Terre, verrait cet éclair lui parvenir et on déduirait qu'il s'est passé sur la Terre quelque chose d'étonnant. Ainsi, chaque génération d'événements, celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, est en quelque sorte dans une coquille qui entoure la Terre et qui s'en éloigne à la vitesse de la lumière. Notre histoire est ainsi écrite dans de la lumière qui s'éloigne de la Terre. Bien entendu, on ne peut pas aller la chercher, puisque pour aller à ces 45 années-lumière, eh bien, il faudrait, même si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, un certain temps, 45 années à nouveau. Donc, on ne peut pas aller rattraper l'espace sans mettre du temps pour rattraper l'espace. Voilà ce lien entre ces deux grandeurs, temps et espace. Voilà la relativité restreinte. Ça commence quand, la radioastronomie? Radio astronomy did not start as astronomy, it started as radio communications. Jansky was investigating the noise level on long-distance radio communication circuits, and he discovered that the noise came from the sky and not from his receivers. So he was able to show that this noise came from the Milky Way, and that was about as far as he went. There was not much more radio astronomy until after the war. And there, several people, myself included, had learnt a number of radio techniques during the war, which made it possible for us to carry these observations a lot further. We were interested in the physics of the radio waves, where they originated on the sun and how they originated in the Milky Way. Did they come from the stars? Did they come from the gas between the stars? But we were not astronomers. We weren't saying we would like to know the structure of the galaxy, so we will investigate it and the radio is the best way of doing that. We were just doing radio observations and finding out where the radio waves came from, what was the physics of it. Here in Jodrell Bank, Bernard Lovell found, first of all, that he could get radio echoes from meteors. That's another kind of astronomy. But he soon found that he could build a large antenna for extending Jansky's work. And this developed into the building of the very large steerable telescope, the 250-foot telescope, which for many years was called the Mark I, and we've recently renamed it the Lovell telescope.
Depuis Maxwell, on sait que le ciel n'est pas fait seulement de ce que nous voyons. On fait des images du ciel en ondes radio. Comment fait-on? Maxwell s'est posé la question, est-ce que le Soleil émet des ondes radio? Il faudra longtemps, 40 ans, pour qu'on arrive à détecter ces ondes radio venant du Soleil. Et une fois qu'on le sait, on a envie de faire une image du Soleil en ondes radio. Quelle est l'apparence du Soleil si on le regarde avec cette lumière-là? Eh bien, on n'a pas de plaque photographique. La plaque photographique n'est pas sensible aux ondes radio. Sinon, tous nos films seraient voilés, bien entendu. Il y a une telle densité d'ondes radio autour de nous, d'ondes de télévision, que les films photographiques, s'ils les mesuraient, seraient voilés, même dans leur récipient. Les ondes radio traversent en effet les nuages, la brume, les murs des appartements, et l'objet dont on veut faire l'image à l'aide d'une onde radio, on va l'observer avec un radiotélescope, un grand miroir qui concentre cette lumière-là sur un récepteur de lumière, lui sensible aux ondes radio. Pour faire l'image du Soleil, on va pointer le radiotélescope vers le Soleil et lui donner un léger mouvement de balayage qui va, point par point, faire une carte du Soleil. Carte, qui dit carte dit image, en ondes radio, de la surface du Soleil. Cette image, on peut ensuite la traduire par exemple, des fausses couleurs, de même qu'on fait une image de la Terre ou de l'Europe en fausses couleurs pour traduire, par exemple, la température qu'il fait. Rouge s'il fait chaud, bleu s'il fait froid. Normally, with an optical telescope, you need a clear sky to see what is there. But in radio astronomy, this is no longer the case. The radio waves penetrate clouds, and we can work through a cloudy sky, a foggy sky, and of course, throughout the day as well. There's no difference between day and night for a radio astronomer, so he can work for 24 hours in bad weather. And for astronomers in European climates, this is very important.
Vous disiez miroir pour un radiotélescope, mais un miroir en général c'est en argent. Un radiotélescope c'est un grillage, c'est une antenne. Quelle différence y a-t-il entre un miroir et une antenne? Il n'y a pas de différence. C'est du point de vue de la lumière que reçoit le radiotélescope, sa surface fait à la lumière subir le même phénomène de réflexion qu'un miroir de télescope fait subir à la lumière visible. On l'appelle antenne pour une raison qui est presque historique. Les radiotélescopes sont des succédanés des radars, et les radars sont eux-mêmes des instruments qui ont été produits à partir d'antennes de réception des ondes radio avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont donc gardé ce nom d'antenne. En réalité, il s'agit d'un miroir qui réfléchit la lumière et qui forme une image. Quelle est la plus grande découverte qu'ait faite la radioastronomie sur l'univers? Most people would say that the biggest discovery that radio astronomy has made so far is the discovery of what we call the microwave background radiation. This is radiation coming from all over the sky, which is heat radiation, and it's radiation which was created at the very beginning of time and in the hot Big Bang, and this relates back to the origin of the whole universe. And that radiation has confirmed that the universe did evolve from an explosive state some 15,000 million years ago. And I think that is the single biggest step that radio astronomy has made.
Le radiotélescope d'Arecibo est le plus grand du monde. Il est fixe. C'est le mouvement de la Terre qui le fait pointer sur les étoiles. Radio astronomy, I think, has been important for cosmology. It has the potential that it's very important for cosmology, and that started about 30 years ago, where people looked at radio sources and tried to use them as a standard candle, a standard measuring stick. They thought that if radio sources outside our galaxy remained the same size, then the ones further away could be related to the ones close to you, and they would tell you something about the shape of the universe. They would tell you, for example, whether the universe was closed in on itself, it would eventually fall back in, or whether it was going to carry on expanding forever. That hope, I think, has been dashed as our understanding of radio sources has progressed. We now find out that these aren't nice measuring sticks you can move away, but they change as they get older. As they come closer towards us and they change in age, they get bigger, and this complicates it tremendously. En général, les radiotélescopes sont à ciel ouvert. Ici, il y a une coupole fermée. Pourquoi? Okay, this telescope was built some 10-12 years ago. Now, millimeter telescopes demand a very accurate parabolic reflector, a very accurate mirror. And in order to achieve that accurate mirror, you must make the telescope lightweight so that it doesn't deform under gravity. These days, there are modern materials like carbon fiber that can allow you to do this in open-air telescopes like the new antenna in Chile. But here at Onsala, the telescope is built, the reflector is built out of aluminium, which would deform in the high winds that we get around here if we didn't put it in a radome. The radome is only something like 5% absorbing. We get 95% of the radiation through, so we don't lose too much by having a radome. Est-ce que la radioastronomie millimétrique a changé ce que l'on savait de l'univers? Yes, I think it's changed a number of things. For example, the chemical composition of the interstellar medium is now known to be quite complex. There are molecules containing up to 15 or so atoms which have been discovered using the technique of millimeter astronomy. This chemical complexity was neither known nor expected before this work began. In another area, in the area of stellar formation, we find that all stars seem to undergo an outflow phase. Material comes out in a bipolar nature from the spinning accretion disk of a new star. And this wasn't expected before millimeter astronomy made this discovery. Millimeter astronomy is radio astronomy conducted at millimeter wavelengths, very short wavelengths, less than 1 centimeter, and down to wavelengths shorter than a millimeter, actually. Quel type d'observation vous faites ici à Onsala avec ce télescope? We look at a number of different kinds of objects. In particular, we observe the spectral line radiation from interstellar molecules associated with various stages of star formation. The two stages we're particularly interested in are the protostellar stage, when stars are forming, material in galaxies coming together to form stars, and in the gaseous envelopes of these stars, molecules form, and we can look at the spectra of these molecules and learn about the dynamics and the chemical content of these regions. This tells us quite a lot about the stellar formation process that isn't available to other parts of astronomy. We also look at evolving stars, stars reaching the end of their lifetime. These stars start to pulsate and throw off material. It turns out that molecules form in the circumstellar envelopes around these stars, and again, our millimeter molecular astronomy technique comes in to observe the actual mass loss rate from these objects.
Vous avez prédit l'existence des pulsars. Comment ça s'est passé? Non è esattamente così. Il mio interesse era piuttosto verso la nebulosa del Granchio. La nebulosa del Granchio è un oggetto fantastico in cielo, è quello che resta della esplosione di supernova osservata dai cinesi nel 1054 d.C. 900 anni dopo, la nebulosa del Granchio ancora ha una luminosità pari a circa 100.000 volte quella del Sole. Si espande alla velocità di 1000 km al secondo. E il problema è: da dove viene l'energia della nebulosa del Granchio? Non è luce normale, quella di un corpo caldo. Si tratta di particelle che si muovono alla velocità della luce e, muovendosi in un campo magnetico, irraggiano dell'irraggiamento di sincrotrone. Il problema che io avevo già affrontato nella mia tesi era quello della origine di queste particelle relativistiche. Si sapeva che forse le esplosioni delle supernove danno luogo a delle stelle di neutroni al centro, ed era stato suggerito anche che queste stelle di neutroni dovessero avere un fortissimo campo magnetico. Quello che nel 1967 io avevo proposto è che forse al centro della nebulosa del Granchio c'era una stella di neutroni con un forte campo magnetico e girava molto molto velocemente. L'energia di rotazione si sarebbe trasformata in energia di particelle relativistiche, e questo qui poteva spiegare perché 900 anni dopo ancora la nebulosa del Granchio è così luminosa. La fortuna ha voluto effettivamente che un anno dopo Lluís e i suoi collaboratori abbiano trovato le pulsar, e noi sappiamo che le pulsar sono in effetti delle stelle di neutroni magnetizzate in forte rotazione. Ancora più fortunato, alla fine del 1968 si trovò che effettivamente dentro la nebulosa del Granchio c'era una pulsar, e quindi effettivamente l'idea che avevo buttato fuori sulla rivista inglese Nature era corretta, cioè la nebulosa del Granchio oggi brilla così fortemente perché all'interno c'è una stella di neutroni che gradatamente rallenta e funziona come un grande acceleratore di particelle, un po' come l'acceleratore del CERN a Ginevra. I think the memory that will be with me for the longest time relates back to what I was thinking when the pulsar discovery, when we'd made our pulsar discovery, and I was convinced that the signals had to be genuine astronomical signals from an object in space somewhere. What could that object be? This was quite unlike any astronomical signal at all. And the signals were so regular. I had made careful measurements of the timing of these pulses, and they kept better time than any time system we had in our laboratory. What could they be? My thought was the simplest explanation is that these are generated by intelligent life somewhere else in the galaxy. That seems the simplest explanation. Doesn't matter what the object is. Maybe this is a navigation beacon for some interstellar beings traveling about the galaxy. But it just seemed so unnatural that it couldn't be a natural thing like a star. But I also knew that I could tell whether it was life or not, because life must exist on a planet. And a planet must be in orbit about a star. It must have its own sun, not our own sun, but some other sun about which it's in orbit, otherwise life can't exist. And I knew that I was able to make the measurements to tell whether or not the pulsar was in orbit about another star. And during those 3 weeks, this was just over December 1967, while I was making those timing measurements and wondering what the result would be, that I think was my best memory. Thankfully, I decided after 3 weeks it couldn't be intelligent life because it wasn't on a planet. I could detect no planetary motion from my timing, and that was a big relief.
Because if it is intelligence, what do you do? Est-ce que la lumière tombe quand elle passe à côté d'un corps massif, comme une pierre tombe à la surface de la Terre? Oui, la gravitation influe sur la lumière. Et cette réponse contient l'idée même du rapport entre la lumière qui remplit l'univers et la matière qui le remplit aussi. De fait, les trajectoires que suit la lumière dans l'espace dépendent des masses que contient cet espace. Et l'idée même de ligne droite, comment l'avons-nous? Avec une règle, mais une ligne droite entre la Terre et la Lune. Peut-on imaginer de tendre une règle ou un fil entre la Terre et la Lune? Non. On utilisera un rayon laser et nous dirons c'est ça la ligne droite. Mais cette ligne droite, en réalité, que la lumière décrit, si la gravitation l'infléchit, alors il n'y a plus de ligne droite dans l'univers. Il n'y a plus que des trajets de lumière qui sont déterminés par la présence de la gravitation. Nous dirons, l'univers est courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces chemins de lumière ne sont pas forcément des droites. Par exemple, si on fait un triangle avec 3 tels chemins de lumière, eh bien, la somme des angles de ce triangle ne sera pas nécessairement égale à 180 degrés comme on l'apprend à l'école pour les angles qu'on fait sur sa feuille de papier dans un triangle. C'est ça l'espace courbe. Est-ce qu'il y a des conséquences faciles à vérifier de cette courbure de l'espace, de cette courbure de la lumière? Il y en a plusieurs. Par exemple, si un quasar, un objet très lointain, est situé derrière une concentration de matière, par exemple une galaxie plus proche de la Terre, une galaxie donc située entre la Terre et ce quasar très lointain, la lumière partie du quasar va être défléchie par la présence de la masse, l'attraction gravitationnelle de cette galaxie au voisinage de laquelle elle passe. Et l'image du quasar va être modifiée. Et avec les télescopes modernes, on est capable de mettre en évidence la déformation de l'image de ce quasar lointain. Déformation curieuse puisqu'elle peut transformer, par exemple, ce quasar en un magnifique cercle, un arc d'Einstein. Vous voyez qu'on a baptisé ces arcs du nom même d'Einstein qui a mis en évidence ce rapport entre la lumière et la gravitation. Plus fort encore, si la matière de galaxies lointaines est disposée d'une certaine manière, alors l'effet de cette répartition de masse va être d'amplifier la lumière venant d'objets beaucoup plus lointains. Au lieu de former un arc, on a alors fabriqué en quelque sorte ce qu'on appelle, avec un abus de langage qui en est à peine un télescope gravitationnel. Plus besoin de polir de miroirs, plus besoin de rechercher un site. La nature nous fournit des concentrations de matière qui se comportent vis-à-vis de la lumière produite par un objet situé derrière, plus loin, exactement comme une lentille. On appelle donc ces concentrations de matière des lentilles gravitationnelles. Est-ce que Einstein aurait pu prédire l'expansion de l'univers? Vous savez, dans la pensée scientifique, il y a toujours le principe d'économie. On essaie de changer le moins de choses possible. Et quand on tient à quelque chose, quelquefois on se trompe. Il faudrait le changer. Newton tenait beaucoup à un univers statique. Ça le gênait considérablement que les étoiles puissent s'attirer et tomber les unes sur les autres. Et il a fait des acrobaties incroyables pour éviter ce qui se produit en réalité, mais que l'observation ne montrait pas, puisque la chute des étoiles les unes sur les autres est très lente, on l'a trouvée bien plus tard. Mais Einstein voulait aussi sauver un univers statique.
ça le gênait beaucoup que les galaxies puissent tomber les unes sur les autres, ou, ce qui est l'inverse, être en expansion les unes par rapport aux autres. Il a donc construit un modèle d'univers, bien avant Hubble, qui, pour empêcher ce phénomène dont il ne voulait pas, contenait une constante arbitraire. S'il avait fait cette constante égale à 0, ce qui aurait été la solution la plus économique, il aurait prédit qu'en pointant le télescope du mont Wilson sur des galaxies lointaines, un monsieur, Hubble ou un autre astronome, constaterait que les galaxies s'éloignent. Il n'a pas fait. Facilement collecter la lumière de galaxies lointaines, de constater que pour les galaxies plus éloignées qu'Andromède, ils trouvent un effet systématique, leur vitesse d'éloignement de la Terre est d'autant plus grande que ces galaxies sont lointaines. Il met en évidence ce résultat qui porte son nom, qui est le résultat de base sur lequel s'est fondé le modèle d'expansion de l'univers, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse qui est d'autant plus grande que la distance est grande.
Mais pourquoi Andromède se rapproche-t-elle de la Terre? Eh bien, ce n'est pas une contradiction avec l'expansion. C'est simplement que Andromède est suffisamment proche pour que le mouvement d'agitation désordonnée qui anime l'ensemble des galaxies l'emporte sur le mouvement d'expansion dans le cas d'un objet aussi proche, car alors la vitesse d'expansion est petite. Et donc Andromède se rapproche de nous car sa vitesse d'expansion est plus faible que sa vitesse désordonnée. Quand nous observons des étoiles dans la galaxie, la nôtre, elles sont très diverses parce que nous observons des étoiles à des stades différents de leur évolution, de leur vie. Il devrait en être de même pour les galaxies. Nous devrions observer des galaxies en train de se former, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les galaxies sont beaucoup plus vieilles que les étoiles. Elles vivent beaucoup plus longtemps. Et leur formation est un phénomène qui s'est produit dans un passé très lointain que nous n'atteignons pas encore.
Nous ne l'atteignons pas, non pas parce que la lumière de ce passé lointain ne nous parvient pas, mais parce qu'elle est trop faible, parce qu'il s'agit d'objets trop lointains. Pour Ici, sur le mont Wilson, Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers. Comment fait-il? C'est une très belle histoire que l'histoire de Hubble. La première démarche est de disposer d'un grand télescope. Le télescope à miroir vient de remplacer les grandes lunettes. L'observatoire de Lick, l'observatoire du mont Wilson se dotent, au tournant du XXe siècle, de télescopes à miroir. Le grand projet nouveau de cette belle époque, c'est le télescope de 2,50 m, qui va être donc mis en service juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hubble l'utilise pour étudier les galaxies. Un des résultats les plus spectaculaires qu'obtient Hubble en étudiant la galaxie d'Andromède, Messier 31, dont nous avons déjà parlé. Un des résultats les plus spectaculaires est de mettre en évidence que cette galaxie a un mouvement extrêmement rapide. 300 km par seconde par rapport à la Terre. S'agit-il d'un univers-île, auquel cas Andromède est très loin de notre galaxie, et une vitesse aussi importante n'est pas choquante, ou s'agit-il d'une nébuleuse située dans notre galaxie, et ce serait bien le premier objet qui aurait une vitesse aussi importante. Aucune étoile n'a une vitesse comparable. Et si c'était le cas, comment expliquer qu'un objet particulier de la galaxie ait une pareille vitesse? On sait bien sûr que les tenants de la première hypothèse avaient raison. Andromède est une autre galaxie, c'est un autre univers-île, pour employer le langage de l'époque, et Andromède est très loin. Elle se rapproche de nous. La question que se pose Hubble, les autres galaxies spirales, autres univers-îles, par conséquent, que l'on photographie dans le ciel, sont-ils animés de mouvements semblables? Et si oui, quelles sont les vitesses et quelle est la loi de ces vitesses? Pour cela, Hubble va examiner chacune de ces galaxies et déterminer sa vitesse par rapport à la Terre, par rapport au système solaire, par rapport donc à notre galaxie. Comment fait-il? Il utilise le fait que le gaz que contiennent ces galaxies et les étoiles qu'elles contiennent émettent une certaine lumière à une fréquence tout à fait précise, et que le spectrographe, cet instrument qui décompose la lumière, est capable d'identifier. Cette fréquence précise est connue au laboratoire. Lorsque l'atome, l'étoile, le gaz qui émet cette lumière est en mouvement par rapport au laboratoire, par rapport à nous, la fréquence est légèrement décalée. C'est l'effet Doppler, c'est l'effet bien connu du train dont le sifflement est plus aigu s'il se rapproche rapidement de l'observateur situé sur la voie et plus grave si le train s'éloigne. Donc Doppler a mis cet effet en évidence et Hubble va l'utiliser, mais sur la lumière, alors que l'exemple que je viens de prendre est sur le son. Le spectrographe va donner la fréquence exacte de la lumière reçue. Et comme on connaît la fréquence exacte de la lumière émise, le décalage entre ces deux grandeurs va être une mesure précise de la vitesse de déplacement de la source de lumière. De plus, si la source se rapproche de la Terre, le décalage est vers le bleu, les fréquences de la lumière deviennent plus aiguës, et au contraire, si la source s'éloigne de la Terre, le décalage est vers le rouge. Quelle n'est pas la surprise de Hubble que de constater, grâce à la puissance du grand télescope qui vient d'être construit, dont le diamètre fait 2,50 m, qui peut donc
Quand nous observons des étoiles dans la galaxie, la nôtre, elles sont très diverses parce que nous observons des étoiles à des stades différents de leur évolution, de leur vie. Il devrait en être de même pour les galaxies. Nous devrions observer des galaxies en train de se former, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les galaxies sont beaucoup plus vieilles que les étoiles. Elles vivent beaucoup plus longtemps. Et leur formation est un phénomène qui s'est produit dans un passé très lointain que nous n'atteignons pas encore. Nous ne l'atteignons pas, non pas parce que la lumière de ce passé lointain ne nous parvient pas, mais parce qu'elle est trop faible, parce qu'il s'agit d'objets trop lointains. Pour observer ces objets, il faut disposer de télescopes plus sensibles, donc de taille plus grande. Il faut collecter plus de lumière. C'est une des grandes questions posées aux télescopes de la génération actuelle. Vont-ils percer assez loin pour voir des galaxies en train de se former, comme nous voyons maintenant des étoiles en train de se former? Ici, sur le mont Wilson, Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers. Comment fait-il? C'est une très belle histoire que l'histoire de Hubble. La première démarche est de disposer d'un grand télescope. Le télescope à miroir vient de remplacer les grandes lunettes. L'observatoire de Lick, l'observatoire du mont Wilson se dotent, au tournant du XXe siècle, de télescopes à miroir. Le grand projet nouveau de cette belle époque, c'est le télescope de 2,50 m, qui va être donc
mis en service juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hubble l'utilise pour étudier les galaxies. Un des résultats les plus spectaculaires qu'obtient Hubble en étudiant la galaxie d'Andromède, Messier 31, dont nous avons déjà parlé. Un des résultats les plus spectaculaires est de mettre en évidence que cette galaxie a un mouvement extrêmement rapide. 300 km par seconde par rapport à la Terre. S'agit-il d'un univers-île, auquel cas Andromède est très loin de notre galaxie et une vitesse aussi importante n'est pas choquante, ou s'agit-il d'une nébuleuse située dans notre galaxie et ce serait bien le premier objet qui aurait une vitesse aussi importante? Aucune étoile n'a une vitesse comparable. Et si c'était le cas, comment expliquer qu'un objet particulier de la galaxie ait une pareille vitesse? On sait bien sûr que les tenants de la première hypothèse avaient raison. Andromède est une autre galaxie, c'est un autre univers-île, pour employer le langage de l'époque, et Andromède est très loin. Elle se rapproche de nous. La question que se pose Hubble, les autres galaxies spirales, autres univers-îles, par conséquent, que l'on photographie dans le ciel, sont-ils animés de mouvements semblables? Et si oui, quelles sont les vitesses et quelle est la loi de ces vitesses? Pour cela, Hubble va examiner chacune de ces galaxies et déterminer sa vitesse par rapport à la Terre, par rapport au système solaire, par rapport donc à notre galaxie. Comment fait-il? Il utilise le fait que le gaz que contiennent ces galaxies et les étoiles qu'elles contiennent émettent une certaine lumière à une fréquence tout à fait précise et que le spectrographe, cet instrument qui décompose la lumière, est capable d'identifier. Cette fréquence précise est connue au laboratoire. Lorsque l'atome, l'étoile, le gaz qui émet cette lumière est en mouvement par rapport au laboratoire, par rapport à nous, la fréquence est légèrement décalée. C'est l'effet Doppler, c'est l'effet bien connu du train dont le sifflement est plus aigu s'il se rapproche rapidement de l'observateur situé sur la voie et plus grave si le train s'éloigne. Donc Doppler a mis cet effet en évidence et Hubble va l'utiliser, mais sur la lumière, alors que l'exemple que je viens de prendre est sur le son. Le spectrographe va donner la fréquence exacte de la lumière reçue. Et comme on connaît la fréquence exacte de la lumière émise, le décalage entre ces deux grandeurs va être une mesure précise de la vitesse de déplacement de la source de lumière. De plus, si la source se rapproche de la Terre, le décalage est vers le bleu, les fréquences de la lumière deviennent plus aiguës, et au contraire, si la source s'éloigne de la Terre, le décalage est vers le rouge. Quelle n'est pas la surprise de Hubble que de constater, grâce à la puissance du grand télescope qui vient d'être construit, dont le diamètre fait 2,50 m, qui peut donc facilement collecter la lumière de galaxies lointaines, de constater que pour les galaxies plus éloignées qu'Andromède, ils trouvent un effet systématique, leur vitesse d'éloignement de la Terre est d'autant plus grande que ces galaxies sont lointaines. Il met en évidence ce résultat qui porte son nom, qui est le résultat de base sur lequel s'est fondé le modèle d'expansion de l'univers, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse qui est d'autant plus grande que la distance est grande. Mais pourquoi Andromède se rapproche-t-elle de la Terre? Eh bien, ce n'est pas une contradiction avec l'expansion. C'est simplement que Andromède est suffisamment proche pour que le mouvement d'agitation désordonnée qui anime l'ensemble des galaxies l'emporte sur le mouvement d'expansion dans le cas d'un objet aussi proche, car alors la vitesse d'expansion est petite.
Et donc Andromède se rapproche de nous car sa vitesse d'expansion est plus faible que sa vitesse désordonnée.